On s'est bien amusé avec l'entrevue de Pascal dans la revue Cool. Moi, ça m'a tué quand j'ai appris ça ce matin. J'étais tellement content. Vas-tu laminer ces pages-là quand tu vas? Ça se fait pas c'est encore une bonne idée, des ça. coupures de magazines? Ça, c'est une bonne idée. Mais il y avait une aujourd'hui qu'on ne pouvait pas tuer. J'aurais tué la une, c'est avec la nouvelle de Pascal qui fait la revue Cool. Mais là, il y a quand même le premier ministre, Justin Trudeau, qui annonce sa démission. C'est dur à battre. Là. Ça aurait pris un gros échange du Canadien pour éclipser cette nouvelle-là. Et ben, pour nous en parler, parce que moi, je le suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années et je trouve que c'est un vulgarisateur politique extraordinaire. Farnell Morissette est avec nous. Bonjour, Farnell. Bonjour, comment ça va? Comment je te présente? Ça va bien? Je suis vulgarisateur, créateur de contenu. Je sais toujours pas comment me présenter moi-même. Ça fait la job. On se comprend, là. Oui. Tu fais donc sur les réseaux sociaux, pour les gens qui te connaissent pas, il ne doit pas en rester ben parce qu'en tout cas, il y a beaucoup de gens qui te suivent, mais c'est vraiment de la vulgarisation, j'ai l'impression, l'angle que tu as choisi d'emprunter. On va arriver à Justin Trudeau dans 2 secondes, là. Mais ça part d'où, cette affaire-là, les réseaux sociaux? Comment tu as décidé de te lancer là-dedans? Je vivais à New York à l'époque, alors c'était comme un peu difficile pour moi d'être impliqué dans la vie québécoise comme je fais. Alors, mais une façon que je veux faire, c'était de participer aux discussions, aux dialogues collectifs qu'on est tous supposés avoir ou auxquels on veut tous participer par les médias sociaux. Alors, ça a commencé comme ça en janvier 2021 à peu près, puis ça a pris de l'ampleur depuis. Puis toi, tu as étudié en droit, je pense? Oui, j'ai des études en génie avant. J'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là. Après ça, je suis allé faire des études en droit, travailler quelques années dans ce domaine-là. Là, je reviens d'une maîtrise en philosophie. OK. Et intérêt pour la politique depuis... C'est pas nécessairement un intérêt pour la politique, plus un intérêt pour la société. Okay, la politique veut pas, ça va avoir un impact sur nos vies, mais des fois, c'est pas toujours clair comment cet impact-là va se sentir par mes études en droit, par aussi mes études en philosophie des sciences sociales. Je pense que ça m'aide peut-être à avoir un point de vue qui n'est pas toujours facile à aborder, à comprendre. Alors, c'est ma façon de contribuer à la compréhension collective. Le premier ministre Justin Trudeau annonce sa démission aujourd'hui. On l'attendait, là. Oui. De toute façon, on l'attendait même. Pour les gens qui suivent ça plus régulièrement que nous autres dans le retour, on l'attendait depuis quasiment la fin de l'été passé, là, pour certains. Comment tu as vu ça? Donc, ton niveau de surprise, 0 sur 10? 0 sur 10. Moi, c'était pas une question de si, c'était plus une question de quand. Je pense que ça allait être entre aujourd'hui et peut-être le 20 janvier, la reprise vraiment complète des travaux parlementaires à Ottawa. Mais ça allait être à quelque part dans cette période-là. Et Justin Trudeau a décidé que ça allait être aujourd'hui. Mais il n'y a personne qui observe ça qui est très, très surpris présentement. Tu as fait une vidéo hier ou avant-hier ou il y a quelques jours, en tout cas sur ce que ça voudrait dire si Justin Trudeau quittait, parce qu'on savait que ça arriverait à un moment donné. Oui, c'était hier. Mettons que je l'ai bien timé. Okay, bon, c'est ça, c'était hier. J'avais un doute. Puis, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a quand même plusieurs scénarios qui sont possibles à partir du moment même où Justin Trudeau annonce sa démission. Comme dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, il annonce qu'il va quand même rester par intérim le chef du Parti libéral. Donc, il démissionne à la fois de son poste de chef et de son poste de premier ministre. C'est 2 jobs différentes. Là, oui, si c'est deux jobs différentes, oui, qui se coïncident. Mais oui, techniquement, c'est 2 emplois, 2 jobs différents. Mais il n'aurait pas pu... est-ce qu'il aurait pu... en fait, ça aurait lancé des élections s'il avait démissionné comme PM, mais resté chef du Parti libéral. C'est quelque chose qui aurait pu être... S'il avait démissionné comme PM, ça n'aurait pas nécessairement lancé automatiquement des élections parce que la façon que le système fonctionne, le premier ministre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas élu directement par le peuple. Nous, là, je suis sûr que vous vous rappelez, allez voter, il n'y a pas de case premier ministre. On vote pour des députés et le parti qui a le plus de sièges au Parlement va, par convention, ça c'est pas écrit nulle part, là, c'est juste les règles de bonne pratique, être nommé premier ministre par le gouverneur général. Mais le gouverneur général peut nommer n'importe qui tant que cette personne-là a la confiance d'au moins la moitié des députés au Parlement. Alors, si le premier ministre démissionne, il n'y a rien qui empêche la gouverneure générale actuelle, qui est Mary Simon, de se demander est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est capable d'aller chercher l'appui de ce qu'on appelle la confiance de la Chambre. C'est-à-dire au moins la moitié des députés sont prêts à dire « Ouais, cette personne-là, ça me va comme premier ministre. » En théorie, ça aurait pu être ça. C'est pas ça qui va se passer maintenant parce que, avec l'annonce comme de quoi il va rester premier ministre le temps qu'il fait une prorogation du Parlement, puis on peut venir à qu'est-ce que ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il n'a pas encore démissionné. Il a annoncé que sa démission allait avoir lieu dans le coin du 24 mars.
Ça veut dire quoi, c'est la fameuse prorogation? C'est une pause, finalement, qu'on met sur les affaires de la Chambre des communes? Oui, encore une fois, ça relève du fait que, je veux pas, on est une monarchie constitutionnelle, puis tout le pouvoir, en théorie, est supposé découler de la couronne. Alors, si la couronne décide que il n'y aura pas de séance du Parlement, il n'y en aura pas. C'est sûr que la couronne ne peut pas juste décider ça comme elle veut. Il faut que ce soit fait selon les règles de l'art. Puis une des règles de l'art, c'est il faut que ce soit à la demande du premier ministre. Mais ça veut dire que le premier ministre peut demander que le Parlement soit essentiellement suspendu pour une certaine période de temps. Par convention, c'est à peu près 10 semaines. Puis si on regarde le calendrier, le 24 mars, ça nous amène à 10 semaines. Après quoi, le Parlement reprend et il faut que, généralement, le Parlement passe une motion de confiance rendue là. Alors, ça donne le temps au Parti libéral, on l'espère, de choisir un nouveau chef. Le bout sur la monarchie, c'est intéressant parce que, tu sais, on a un système parlementaire britannique, mais on n'a pas vraiment de roi au Canada. Là. Le roi est l'autre bord de l'océan. Quel pouvoir a la monarchie, la couronne? Est-ce qu'à un moment donné, la couronne pourrait dire le pays est ingouvernable, on décide de plonger le pays en élection? Genre de mise en tutelle? Oui, parce que, tu sais, quand on regarde ce qui se passe du côté de la monarchie en Angleterre, le roi ou la reine, pendant des années, c'était un genre de buffer entre les élus puis la population. Puis, tu sais, ils pouvaient recadrer un peu ce qui se passait au niveau politique. Nous, on a juste la gouverneure générale. On n'a comme pas cette étape-là. Fait que est-ce que la couronne au Canada a moins de droits ou moins de pouvoir? En théorie, c'est exactement la même chose. La gouverneure générale, là, elle est juste là pour assurer la présence quand le roi n'y est pas là. Sauf que le roi, il n'est jamais là en pratique. C'est ça. Mais la gouverneure générale a tous les mêmes pouvoirs que le roi quand le roi n'est pas au pays. Alors, en théorie, la gouverneure générale pourrait exercer tous les mêmes pouvoirs que le roi. Puis, je veux dire, si on regarde, par exemple, en 2008, quand Stephen Harper avait demandé une prorogation du Parlement, dans des circonstances qui étaient quand même similaires, il y avait une menace d'une coalition libérale NPD appuyée par le Bloc qui allait faire tomber le gouvernement Harper. Le gouvernement Harper ne voulait pas ça. Il est allé voir le gouverneur général à l'époque, qui était Michaël Jean, et il a demandé une prorogation du Parlement. Ça, c'est quand même un pouvoir qui est, encore une fois, en théorie, discrétionnaire. Alors, elle pourrait refuser. Elle pourrait refuser. Et puis, ça avait fait des vagues à l'époque. Elle avait pris 2-3 heures pour consulter ses experts constitutionnels avant de répondre. Alors, c'est pas purement du rubber stamping en bon français. Et c'est sûr que ça a quand même participé à créer la Convention aujourd'hui que, vu que c'est ça que ça a été fait dans le passé, on peut s'attendre que ça va être dans le futur. Alors, quand ça a été demandé aujourd'hui, à la surprise de personne, la gouverneure générale, malgré sa discrétion théorique, a quand même accordé la demande. Elle aurait pu décider de faire, dans les faits, de l'ingérence, entre guillemets. Ça nous aurait mené à une crise constitutionnelle. C'est ça. Parce que l'autorité de la gouverneure générale n'est pas démocratique. Et puis, c'est sûr qu'on veut vivre dans une démocratie, mais on a encore des espèces de vestiges de monarchie. C'est pour ça qu'on appelle ça une monarchie constitutionnelle. Ça aurait violé les principes de la Constitution si la gouverneure générale avait refusé de l'octroyer. Mais ça aurait quand même été possible, puis c'est ça que ça joue un rôle intéressant. Ce ne serait pas de l'ingérence. Souvent, on peut imaginer le rôle de la couronne comme étant une espèce de frein d'urgence dans notre système politique. C'est-à-dire, quand tu utilises le frein d'urgence, c'est que tu es déjà en train de déraper puis tu veux t'arrêter le plus rapidement possible avant que ce soit pire. Ça veut dire que c'est une situation d'urgence. On n'était pas rendu là aujourd'hui. La gouverneure générale a fait la bonne chose, c'est-à-dire réaliser, oui, OK, on est dans une situation exceptionnelle, on est dans une situation historique, sans précédent clair dans l'histoire canadienne, mais quand même, tout se déroule selon les règles du jeu. On n'a pas de raison de croire que présentement, il y a une usurpation ou un vol de la démocratie qui se passe. Alors, elle a dit, c'est beau, c'est correct, j'octroie la prorogation. Et la crise constitutionnelle aurait pu être peut-être plus risquée même pour la gouverneure générale ou pour la couronne que, tu sais, si t'as un vieux camion puis il y a le frein d'urgence, tu l'as jamais utilisé. Le jour où tu l'utilises, ça te rappelle qu'il faut que tu changes tes breaks. Je pose la question parce que tout le monde dit que le gouvernement n'a plus de crédibilité. Aux yeux de la Chambre puis de la population. Tu dis qu'est-ce que la gouverneure aurait pu faire peut-être pour changer les choses, mais là, visiblement, c'était pas dans les plans. Oui, mais on parlait tantôt de quelles autres options le premier ministre avait. Mettons que le premier ministre avait permis la tenue d'un vote, un vote de non-confiance. Le vote de non-confiance passe. Là, la gouverneure générale est un peu obligée de renvoyer le premier ministre quand ça arrive. Alors là, on se ramasse avec une situation où le premier ministre est plus premier ministre. On est obligé d'aller en élection, à moins que quelqu'un d'autre se présente et est capable de former une espèce de pseudo-gouvernement de coalition, ce qui semblait un peu improbable. Et puis là, on se ramasse avec un parti libéral qui est en élection sans chef. Ça devient un peu ridicule. Là. Parmi toutes les mauvaises options, c'était probablement le moins mauvais, mettons. Un des éléments de litige que j'ai entendu au courant de la journée, c'est le fait que Justin Trudeau démissionne, mais reste par intérim chef du parti. As-tu un avis là-dessus? Parce que
Autant certains disaient qu'il n'y a aucune légitimité, c'est encore acheté 3 mois pour s'accrocher au pouvoir, quoique bon, son pouvoir va être limité malgré tout, là. Mais d'un autre côté, il y a des technicalités aussi qui viennent avec le fait de choisir un chef par intérim avec des employés avant de faire le temps de tenir une course. As-tu un avis là-dessus? Ben, la légitimité qu'il a, c'est la légitimité du fait qu'il est quand même premier ministre. Il reste premier ministre. Il n'est pas premier ministre par intérim, sauf que techniquement il l'est, mais en termes stricts, il maintient son poste. Je pense qu'il faut se rappeler, c'est quand on fait nos élections, on choisit ça va être qui nos chefs politiques, on les choisit aussi implicitement pour des situations qu'on n'est pas capable de prévenir. Puis ça, je pense que l'exemple le plus classique, le plus évident de ça, c'est il n'y a personne qui est allé voter en 2019 en prévoyance de la pandémie. Mais ça reste que quand la pandémie a pogné, on avait les chefs qu'on avait et on les avait élus et on ne peut pas remettre en question leur légitimité parce que la pandémie n'était pas prévisible. Ben, de la même façon, ce qui se passe maintenant, c'est sûr que c'est une situation entièrement ou presque entièrement créée par le gouvernement Trudeau, mais ça reste une situation qui n'était pas entièrement prévisible. On se trouve dans une situation qui est un peu malheureuse pour le gouvernement, mais il faut qu'on ait un gouvernement et puis ça peut pas vraiment être décidé qu'on tombe en élection quand le parti qui formait le gouvernement a même plus de programme. La légitimité du gouvernement qui serait élu suite à une élection quand le parti de l'ancien gouvernement avait même plus de chef serait tout autant en question, je pense. La légitimité, c'est vraiment une question qui est beaucoup une question de perception, beaucoup une question de spin aussi, il faut le dire, mais ultimement, ça revient à chaque électeur avec sa propre conscience civique qui doit se demander ça versus autre chose. Est-ce qu'il y a encore une autorité morale présente? Et ce qu'il va falloir vraiment voir, c'est pendant l'espèce de gouvernance par intérim du gouvernement Trudeau, j'espère qu'ils vont prendre leur coin, être bien calmes, rien faire de gros, parce que là, en faisant cette annonce-là, ils ont plus ou moins abdiqué qu'ils sont juste en train de faire une gouvernance minimale pour faire pouvoir... atterrir l'avion. Exactement. Faire atterrir l'avion parce que le feu est pris et c'est pas le temps de changer le cap, c'est pas le temps d'annoncer des grosses nouvelles parce que la légitimité, justement, sera peut-être pas là. La chaudière d'eau qui a été garochée sur le feu en plein vol, les fameux congés de taxes, ça n'a pas éteint le feu. Wow. Ça a plus mis le feu qu'autre chose. En même temps, tu dis qu'il faut faire atterrir l'avion, le feu est pris, mais dans 2 semaines, il y a un nouveau président aux États-Unis, puis il me semble que c'est incompatible comme geste de dire là, on va se mettre sur le pilote automatique, on fait atterrir l'avion, on fait plus de vagues, mais lui, il y a des tarifs de 25% qu'il veut nous infliger dans 2 semaines. Ça arrivera peut-être pas, mais le timing est tellement mauvais. Exactement. C'est pour ça qu'on regarde parmi toutes les mauvaises options, mettons là, qu'on avait voulu être plus blanc que blanc, pure démocratie, on se dit, OK, le gouvernement n'a plus de légitimité, on fait une élection. Ben, ça veut dire que le gouvernement Trump aux États-Unis rentrerait avec la menace des taxes de 25% si on n'a pas réglé la situation à la frontière. Puis pendant ce temps-là, nous, on n'avait même pas de gouvernement pour négocier la situation à la frontière parce qu'on est en élection. C'est intenable comme situation, ça aussi. Alors, il faut regarder la réalité en face. Il y avait des options qui, même s'ils étaient théoriquement meilleures, étaient en pratique impraticables. Les bonnes options, c'était avant les fêtes. C'était cet automne. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 30 ans. Mais des fois, il faut que tu regardes la réalité que tu as aujourd'hui. C'est sûr que, bon, on peut rétroactivement blâmer le gouvernement Trudeau d'avoir essayé de tenir au pouvoir aussi longtemps. Mais en sa défense, c'est pendant les fêtes que le caucus des Maritimes, le caucus du Québec, le caucus de l'Ontario du Parti libéral du Canada s'est tourné contre Trudeau. C'était pas clair que ça allait être le cas à la mi-décembre encore. Peut-être qu'il aurait pu rallier son parti, mais il est arrivé ce matin, puis l'évidence était que ça allait pas se faire. Est-ce que tout ça, ça veut dire qu'à l'issue de la prorogation de la Chambre, on tombe presque automatiquement en élection le 25 mars? Ça va dépendre de qui va être le nouveau chef du Parti libéral. Si le nouveau chef du Parti libéral est capable de se rallier au moins le NPD ou le Bloc, avec les députés libéraux et les députés d'un de ces 2 partis-là, ils ont une majorité. S'ils ont une majorité, cette personne-là a la confiance de la Chambre et donc devient premier ministre. On n'a pas d'élection avant la période électorale normale qui devrait être en octobre cette année. Donc, il est possible. C'est possible. C'est pas probable, c'est très improbable. Ouais. Mais il y a quand même une piste d'atterrissage pour cet avion-là. Là. Ouais. Ça va juste être très, très délicat et ça va... j'en vis pas à cette personne. Ça pourrait avoir des répercussions importantes pour le parti qui appuiera les libéraux. Que ce soit le Bloc, le NPD, si effectivement les libéraux... Déjà, ce sera un tour de maître. Là, trouver quelqu'un dans ces délais-là derrière qui tout le monde accepte de se rallier. Puis là, un de ces partis-là qui, malgré la tourmente, dirait non, nous, on les appuie pourquoi, finalement, 6 mois. Pour 6 mois, oui, mais 6 mois, c'est long en politique. Là. 6 mois, c'est une éternité en politique. La popularité d'un parti peut virer sur un 10 cents, puis en dedans de 6 mois, il y a bien des choses qui vont se passer.
Mais pourquoi donc tu dis que c'est si improbable qu'un parti... C'est improbable parce que, d'un, les conservateurs ne pourraient pas être plus clairs. Le premier jour, le 25 mars, ils vont déposer une motion de censure. Et puis, j'imagine très, très mal les partis d'opposition être dans une position de vouloir appuyer. Tu sais, peut-être qu'on va voir un NPD, un bloc qui vont se lever, dire on va donner une chance aux coureurs, on va attendre, on va laisser passer un petit budget, voir où est-ce qu'ils s'en vont. Mais s'ils font ça, après ça, on va avoir 6 mois des conservateurs qui disent ben voilà, c'est la même chose, pareil au même, voter pour le NPD, c'est voter pour les libéraux. As-tu entendu la bloc, réaction de Pierre Poilievre aujourd'hui? Pas encore, non, mais je peux l'imaginer, par exemple. Il a fait une vidéo où il dit que c'est tous des libéraux. Ben, c'est ça. Le Bloc puis le NPD, c'est des libéraux et ces libéraux sont responsables de... Ah, mais ça, c'est la plus vieille chanson du du parti d'opposition que voter pour les autres partis, c'est comme voter pour le gouvernement. On l'entend partout. On parlait justement là, de la fin mars. En début d'émission, je lançais une boutade à Paul concernant la fameuse pension. Là, il y a des élus qui vont être capables de percevoir leur pension de retraite du fédéral. Jacques Meeting en est un, d'ailleurs. Exactement. En quelque part à fin février, début mars, là, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ça pèse dans la balance en bout de ligne, ça, de dire que cet automne, personne ne voulait faire tomber le gouvernement parce qu'au printemps, on était éligible à recevoir notre pleine pension. C'est-tu quelque chose qui a été une variable selon toi? Je le trouvais cynique là, quand il disait ça. Moi, j'ai l'impression que ça peut jouer, mais je suis peut-être cynique. Là. Ben, j'espère que non, mais je suis pas dans leur tête non plus. Là. Je sais pas, mais je m'imagine si je suis quelqu'un qui a été capable de faire presque 2 mandats en tant que député au Parlement, j'ai pas l'impression que j'ai bien peur pour moi financièrement à l'avenir. Il y a toutes les maisons de lobbyistes, de professionnels, les journalistes, tout le monde va vouloir travailler avec toi. J'ai pas l'impression que la crainte financière est tellement profonde. Peut-être que ça joue dans la tête d'une poignée de main de députés, mais je pense pas que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Farnell Morissette, c'est extrêmement intéressant de t'écouter. Merci d'être venu un peu mettre tes lumières sur cette situation qui est malgré tout un peu plus complexe que j'aurais pu le penser. Merci, c'est vraiment sympathique. Ben, ça me fait plaisir. Quand vous voulez, ça me fait plaisir. Suivez Farnell Morissette sur surtout TikTok, tous les réseaux. TikTok, Instagram, Facebook, tous les réseaux, oui. Tu as une capacité de vulgarisation hors norme. Je te trouve vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bonne journée. Petite pause, on revient. De retour après ces quelques messages.